Bonjour à tous. L'invité de Plus d'Actu ce vendredi est un des nouveaux députés du mouvement réformateur au Parlement bruxellois. Il est sur les bancs seulement depuis le début de la législature. C'est un habitant de Watermal-Boisfort et il y préside d'ailleurs le CPAS. Il a travaillé au cabinet de Didier Reynders lorsque celui-ci était ministre fédéral. Et puis, depuis 2020, il a pris la tête de la régionale MR bruxelloise. On reçoit David Leister, qui est chef de groupe MR au Parlement bruxellois. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. On va parler de l'information régionale, de ce qui se passe au Parlement, mais on va d'abord évidemment revenir sur l'attentat de lundi soir qui a fait 2 victimes. Les Bruxellois se sont réveillés au niveau d'alerte 4 mardi matin et pourtant la ville fonctionnait assez normalement. Je vous propose de regarder ce reportage de Maël Arnoldusson, Frédéric Dehaenau et Stéphanie Mera. Vous savez ce que ça veut dire concrètement ? Non. Non. Oula, non. C'est pas vraiment clair, non ? Non, c'est pas très clair. Après, je me suis pas renseignée suffisamment non plus. Moi, en premier vue, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Mais Sophie a me dit que nombreux médias relataient niveau 4, que j'ai su un peu de quoi il était question en fait. Le niveau 4 de la menace, pas toujours très clair dans la tête des Bruxellois. Il correspond en fait à une menace très grave et imminente. Les mesures qui en découlent varient en fonction de la situation. On est arrivé à l'idée de faire en sorte qu'il y ait une présence policière accrue, mais qu'il n'y ait pas de fermeture dans la mesure, d'école ou autre, dans la mesure où en fait le risque était plutôt orienté vers une communauté, enfin vers la Suède en réalité. Les transports en commun circulent comme d'habitude, les magasins et marchés tournent normalement, les écoles francophones sont ouvertes et les Bruxellois n'hésitent pas à se balader. Il faut continuer à vivre. Oui. Donc c'est logique que tout soit ouvert ? C'est la meilleure résistance, c'est justement de vivre. Après, ça n'empêche pas qu'il y a eu des victimes et que c'est terrible. Mais oui, j'aurais tendance à dire que la vie doit continuer. Une journée normale ou presque comparée au lockdown décidé après l'attentat du Bataclan en France en 2015. Pourtant, le niveau de menace était le même. Je pense qu'on a tiré les leçons, donc elles sont claires. On ne peut pas non plus décider de céder au terrorisme en arrêtant de vivre. L'auteur des coups de feu est finalement décédé après son interpellation. Le niveau de la menace est donc repassé à 3 en fin de journée. Voilà, on a tiré les leçons du passé, dit Philippe Claus. Niveau 4, ça résonnait quand même quelque chose de fort parce qu'on avait le souvenir de ce lockdown en tête et les citoyens étaient un peu perdus. Est-ce qu'on a bien fait de continuer à laisser la ville fonctionner comme ça a été le cas mardi ? Je crois qu'il y a désormais en fait un refus catégorique des Bruxelloises, des Bruxellois de céder au terrorisme, à la menace terroriste. On l'a bien ressenti dans les heures qui ont suivi, même si on n'est pas naïf non plus. Il reste quand même un élément anxiogène, bien entendu, de savoir qu'un terroriste peut courir dans les rues. C'est l'autre élément par rapport à l'événement de cette semaine, c'est que assez rapidement, il faut saluer les forces de l'ordre, les services publics. Le terroriste a pu être neutralisé. Malheureusement, il a commis quand même deux meurtres et je tiens à honorer aujourd'hui la mémoire de ces 2 personnes. Alors, le bourgmestre d'Etterbeek, Vincent De Wolf, a annoncé qu'il regrettait finalement qu'on n'ait pas lancé les messages par SMS de bi-alerte pour prévenir la population bruxelloise. Vous le suivez là-dessus ? Oui, je pense qu'il y a eu un couac quelque part. Il faudra quand même assez rapidement identifier ce qui s'est passé et pourquoi, en effet, cette application qui est quand même extrêmement utile, ça peut être assez efficace, n'a pas fonctionné. Parce que reconnaissons que dans les heures qui ont suivi, le terroriste, il errait toujours dans Bruxelles. Je pense qu'il eût été intéressant pour celles et ceux qui étaient dans le coin ou un peu plus loin, de rentrer, se mettre à l'abri, parce que voilà, on n'est quand même jamais non plus... Une des réponses, c'était quand même de dire, qu'est-ce qu'on aurait dit à ces personnes-là ? Finalement, on a prévenu les gens qui étaient dans le stade le soir même, et puis le lendemain, on a quand même assez rapidement intercepté le terroriste. Oui, mais on savait quand même dans les heures qui ont suivi, au travers de posts Facebook qu'il avait pu faire, qu'il allait se diriger très certainement vers le stade. Et donc, entre les lieux de l'attentat et les lieux du stade, il y a quand même une petite distance. Je pense qu'il eût été en effet intéressant, M. De Wolf avait raison, que pour au minimum cela, mais je pense que l'ensemble des Bruxellois, il y ait énormément de sécurité, parce que tout le monde n'est pas non plus constamment sur son GSM à vérifier ce qui se passe. Je suis certain que certains, dans le soir même, n'étaient pas au courant qu'il y avait eu un attentat et qu'ils n'ont découvert que le lendemain dans la matinée. Mais peut-être ils n'étaient pas très très loin de l'attentat. C'est pour ça qu'on a créé ce type d'application.
C'est quand même très, très dommage que ça n'ait pas fonctionné. Alors, vous plaidez pour le rétablissement d'un plan Canal qui avait permis, suite aux attentats la fois dernière, d'aller contrôler 100 000 résidences en 2016 de cibles de l'OCAM, donc de personnes qui avaient été identifiées comme potentiellement dangereuses. Mais ici, le terroriste, il n'était pas repéré par l'OCAM, donc est-ce que ça aurait été utile? Ça aurait permis quelque chose? On voit un élément ici, c'est qu'il était quand même reconnu comme dangereux. Je veux dire, il avait déjà ses vies ailleurs. Alors, je ne dis pas que le plan Canal aurait pu l'éviter. Je ne dis pas ça. Je dis juste qu'on n'est pas à l'abri que quelqu'un aujourd'hui de fichier S, parce qu'il n'y a plus de plan Canal, ne puisse pas être repéré et attrapé à temps, parce qu'il y a eu une dilution progressive de ce plan Canal. C'est quoi le plan Canal à l'époque? C'était entre autres, c'est vrai, un renforcement des moyens, là où il y avait des difficultés, mais c'était aussi le fait d'identifier, de mieux localiser. Parfois dans des maisons, vous avez comme ça 15-20 adresses, une personne qui s'y cachait et qui justement est radicalisée ou fichier S ou autre. Ça, on ne le fait plus, apparemment, depuis maintenant quelques années. Je pense qu'on risquerait, j'espère en tout cas qu'on ne le regrettera pas. C'est pour ça que pour moi, il serait utile de le réactiver. Peut-être avec une sauce 2.0, peut-être pas le même que la dernière fois, mais imaginez-vous qu'on ait demain un terroriste fichier S qui commet un attentat, et justement, on se rend compte que s'il y avait eu le plan Canal, on aurait pu le repérer à temps. Ce serait quand même dommage. C'est pour ça que je demande de le réactiver. Oui, est-ce qu'il ne faut pas simplement remettre le nombre de policiers dont on a besoin? On voit par exemple que le service antiterroriste de la police judiciaire fédérale à Bruxelles, il lui manque des dizaines de personnes. Est-ce que simplement déjà remplir le cadre, ce ne serait pas une réponse pour pouvoir faire le boulot? Absolument. Je crois qu'il faut en effet remplir le cadre. Ça ne va pas que ce cadre n'est pas rempli. Ça demande de la formation. On ne rentre pas dans ce type d'unité comme ça du jour au lendemain. On le sait depuis longtemps qu'il manque des gens. Et la formation, c'est une compétence régionale. Et donc là, je pense qu'il est intéressant aussi, pas uniquement, mais en partie, c'est aussi la région qui peut elle-même aider à former davantage de personnes pour rentrer et pour voir ce cadre qui n'est pas suffisamment rempli. C'est un premier volet, donc je crois que la balle est à répartir sur différents niveaux de pouvoir, c'est important à rappeler. Mais ce n'est pas que le renfort de moyens, c'est aussi une attention beaucoup plus précise sur ces personnes, ces individus, fichiers S, qui... on l'a vu ces dernières années à Bruxelles, ont tendance à trop facilement passer en dessous du radar. Ça ne peut pas être le cas, ça ne peut plus être le cas. Il y a eu toute une commission, toute une discussion au Parlement fédéral où finalement la question du contrôle des demandeurs d'asile est revenue sur le devant de la table. Est-ce qu'on n'est pas en train un peu de mélanger les choses et de brouiller les cartes en attirant la question sur la gestion de l'asile alors qu'ici c'est une question de gestion de personnes qui sont radicalisées? Oui, je pense qu'il faut évidemment toujours faire attention à ne pas trop mélanger, mais cela dit, la personne ici, c'est une personne qui très clairement ne pouvait plus rester en Belgique normalement, mais qui y vivait depuis un certain temps. Et donc il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut? À partir du moment où on dit à quelqu'un, tu es venu en Belgique, mais malheureusement, voilà, pour toi, tu ne réponds pas aux critères d'admission pour pouvoir rester en Belgique, et donc on te demande de retourner d'où tu viens. Ça s'appelle un ordre de quitter le territoire. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a comme ça énormément de personnes qui ont reçu un ordre de quitter le territoire, mais il n'est pas exécuté. Il faut en savoir si on prend des lois, est-ce que c'est pour juste faire joli ou est-ce que c'est pour les appliquer? En l'occurrence ici, moi j'aurais préféré qu'on l'applique parce que ce monsieur ne serait plus en Belgique et il n'aurait pas commis ces 2 meurtres. Ouais. Le groupe NVA au Parlement bruxellois, qui est dans l'opposition comme le MR, demandait ce matin la mise en place d'une commission parlementaire spéciale pour évaluer un peu l'approche régionale dans toute cette problématique. Est-ce que c'est quelque chose que le MR va soutenir? Oui, je pense que si ça aboutit, on le soutiendra. C'est jamais du tout mauvais, surtout avec ce gouvernement, de temps en temps... les forcer à se remettre au travail, en tout cas à vérifier s'ils ont bien fait ce qui devait être fait. Et donc c'est aussi notre rôle de parlementaire, c'est de s'assurer qu'on leur rappelle toute une série d'objectifs qu'ils n'ont peut-être pas atteints ou qu'ils devraient peut-être mieux atteindre. Donc une commission, pourquoi pas? Je ne suis pas certain que ce sera ça la panacée, mais si c'est demandé, nous on suivra. Oui, parce qu'il y avait une commission qui n'était pas une commission d'enquête, mais qui était une commission un petit peu en urgence, qui avait été convoquée au début ici de la rentrée suite à ce qui se passait à la gare du Midi. Vous êtes satisfait de ce qui était ressorti de ça? Non, pas du tout. Sur plusieurs volets, je pense qu'il y a d'abord un peu un déni. C'est un problème qu'on a entre le ministre-président et moi, où j'estime que la 6e réforme de l'État lui a donné davantage de compétences, uniquement à lui, pas aux autres ministres-présidents des 2 autres régions, uniquement à lui en matière de sécurité et de lutte contre la délinquance. Il refuse en fait d'endosser ses responsabilités et même d'accepter que ce soit bel et bien le cas. Il m'explique que ça n'est pas le cas. Pourtant, à l'époque, souvenez-vous, lors de la 6e réforme de l'État, les 2 autres ministres-présidents en Wallonie et en Flandre étaient un peu jaloux
du fait que lui ait autant de compétences supplémentaires en matière de sécurité. Il refuse d'abord de l'avouer, c'est un désaccord qu'on a entre lui et moi, et puis de l'appliquer correctement. Je sais qu'il n'a pas toute la responsabilité ni toutes les compétences, je sais ça. En effet, il y a un rôle du fédéral aussi, il y a des zones de police, il y a les communes, donc c'est malheureusement une lasagne, on le sait, mais il est le patron de Bruxelles, et quand vous êtes le patron de Bruxelles, vous en avez la responsabilité. Et donc, je suis désolé, mais quand on voit ce qui se passe à la gare du Midi, vous êtes président de Bruxelles, vous mettez vos bureaux à la gare du Midi, vous n'en sortez pas tant qu'il n'y a pas une solution, à la fois sur la sécurité, mais aussi sur la propreté, sur la délinquance, le sans-abrisme, la précarité, j'en passe et des bien pires. Ouais, il y a quand même un travail qui se fait au fédéral maintenant pour donner encore plus de pouvoir en sécurité, en termes de sécurité au ministre-président. Alors ce ministre-président, hier, il a fait son discours de rentrée au Parlement bruxellois. Ce matin et puis toute l'après-midi, on a débattu de ce discours. C'est l'heure de faire le bilan, d'annoncer les projets pour la fin de la législature. Et sa conclusion portait sur un appel, finalement, à des moyens supplémentaires pour la région. On l'écoute. Comprenez-moi bien, je ne commande pas des moyens, je constate une situation. Et pour répondre à cette situation, j'en appelle à un fédéralisme de coopération mature qui puisse générer un système qui, tout en respectant l'autonomie de Bruxelles, permette à toutes les entités concernées de participer au développement de leur capitale. Sinon, on devra reparler de la logique de la fiscalité sur les lieux du travail. Il ne serait pas normal, dans un État au fédéralisme poussé, que les règles de la fiscalité s'inspirent de celles qui prévalent entre les États. Et donc, que la règle soit la fiscalisation des revenus du travail sur les lieux du travail. Mais nous ne demandons pas à recevoir l'intégralité de ces recettes. Nous resterons solidaires et nous tenons à ce que l'État fédéral garde les moyens d'exercer ses missions. Voilà, alors 400 000 nafteurs qui arrivent chaque jour à Bruxelles. Aucune autre région ne doit absorber un tel trafic, dit le ministre-président, ce qui fait qu'on y consacre une grande partie du budget. Et il veut un retour. Est-ce que c'est une bonne analyse ? Mais je m'attendais à ce qu'il dise ça à un moment donné en fin de législature. Vous savez, la dette a presque triplé en quelques années à Bruxelles suite à leur gestion. Mais je crois qu'il est important de rappeler à vos téléspectateurs que Bruxelles a été refinancée plus de 3 fois. Que la Flandre et la Wallonie financent aussi Bruxelles, justement parce qu'il y a des nafteurs et qu'en effet, il y a plus de poids financier pour la capitale. Et parce qu'il y a eu des réformes institutionnelles aussi, et qu'il y a eu on en a parlé, la sécurité, il y a eu des charges en plus pour la région. Mais ils ont reçu des moyens en plus pour ça. Ils ont reçu des moyens en plus aussi pour embellir la ville. Alors, ils vont vous dire que ce n'est pas suffisant. Moi, je dis, attendez, les moyens supplémentaires qu'ils ont reçus, c'était vers 2012-2013. Et si vous regardez le budget jusqu'en 2016-2017, donc 3-4 ans après, le niveau de dépenses et le niveau de recettes étaient plus ou moins similaires. Donc je veux dire, c'était tenable, tout allait bien. Et puis à partir de 2016-2017, là, tout explose dans les dépenses. Ils se sont fait plaisir pendant des années. Ils ont dépensé à tout va. Et aujourd'hui, ils réalisent que la facture est quand même un peu plus grosse que ce qu'ils pensaient. Et ils se disent, mais tiens, il y a 2 options dans ces cas-là. Soit vous faites attention à vos dépenses, vous simplifiez un peu Bruxelles, vous rationalisez un tout petit peu les infrastructures, soit vous allez quémander de l'argent ailleurs. C'est la deuxième option qu'ils ont choisie, ça ne m'étonne pas. Moi, je veux être honnête avec les Bruxellois. Il ne faut pas croire que le fédéral a beaucoup plus de moyens que ça. Il ne faut pas croire que la Flandre et la Wallonie vont vouloir donner plus de moyens que ça à Bruxelles, sans que Bruxelles, de son côté, range ses tiroirs et range sa chambre. C'est ça qu'ils ont refusé de faire depuis des années. Ils ont triplé la dette, explosé le déficit, et maintenant, ils vont demander un plus d'argent ailleurs. C'est un peu trop facile. Quand vous dites se faire plaisir, c'était quand même de l'argent qui était dépensé pour les Bruxellois. Bien sûr, mais je veux dire, si vous regardez, ils ont créé une série de structures supplémentaires. Bruxelles Propreté, par exemple, a été augmentée substantiellement. Est-ce que vous trouvez sincèrement que depuis 2017, les rues de Bruxelles sont beaucoup plus propres ? Moi, je ne trouve pas. Donc, qu'ont-ils fait de cet argent exactement ? Et j'ai comme ça des dizaines d'exemples où, à un moment donné, moi, avant de donner plus d'argent à mes enfants, je veux savoir ce qu'ils en font. Et là, ici, je suis désolé, mais à Bruxelles, si vous me demandez mon avis, c'est vrai qu'on est en opposition depuis 20 ans. Mais il y a un moment donné, autour de ces 2017-2018, ils ont commencé à se faire plaisir, à dépenser à tout va. Et aujourd'hui, ils réalisent que c'est plus tenable. Et donc, je ne suis pas d'accord de dire il suffit de renflouer. Non, il faut aussi qu'eux fassent des efforts de leur côté. Non, mais sur le principe de récupérer une partie de l'impôt sur les personnes physiques, des personnes qui viennent travailler à Bruxelles, philosophiquement, est-ce que c'est quelque chose qui est censé ? Il y a 2 éléments. Le premier, c'est que je pense que politiquement, personne ne va jamais accepter en Wallonie ou en Flandre, mais on peut continuer à le vendre comme idée. Ça peut vous faire tenir pendant toute une campagne électorale. Le second, c'est qu'il y a actuellement déjà dans le budget bruxellois une clé
donnée par les Flamands et par les Wallons, justement pour compenser les nafteurs. Est-elle suffisante, pas suffisante? C'est vrai qu'on pourrait toujours en débattre longuement, mais je veux dire, ça existe déjà quelque part. Alors c'est vrai qu'idéalement, le fait d'avoir une meilleure répartition par rapport à votre lieu de travail, comparé à votre lieu de résidence, c'est vrai, pourquoi pas, philosophiquement et politiquement, je ne suis pas contre, mais je trouve que, c'est trop facile comme argument de la part du gouvernement, et que derrière ça, là par contre, où il y a, je trouve, quelque chose à dire, c'est que Bruxelles, c'est une des régions d'Europe qui a un des taux de chômage les plus élevés, un des taux d'emploi les plus bas. Alors qu'en parallèle, vous avez énormément d'entreprises qui cherchent des profils, qui cherchent des emplois. Si vous augmentez ce taux d'emploi, donc si vous mettez plus de Bruxellois au travail, c'est vrai que là, paradoxalement, le retour sur investissement de Bruxelles n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que qui gagne vraiment dans l'histoire, c'est le fédéral. Le fédéral qui sera amené à moins donner d'allocations de chômage, par exemple, ou moins donner d'allocations sociales, parce que c'est toujours le fédéral qui donne ça. Donc Bruxelles met des gens au travail, finance des politiques d'activation, et une fois que quelqu'un travaille, n'en récupère pas véritablement le fruit. Et là, c'est vrai que, personnellement, je trouve qu'en matière de réforme de l'État, il y a quelque chose qu'on a loupé quelque part en matière de responsabilisation. L'argent investi dans la mobilité à Bruxelles, le ministre-président le rappelait hier, c'est un quart à un tiers du budget de la région. Et là, on ne parle même pas de tous les investissements. Est-ce qu'il faut limiter, retarder, par exemple, les investissements dans le métro? Non, pour deux raisons. Le premier, c'est qu'ils ont retardé ces investissements pendant plus de 20 ans. Si vous comparez les autres grandes villes européennes, Bruxelles, en matière de mobilité, a un retard gigantesque. Gigantesque. Quand vous allez faire un city trip, que ce soit à Bordeaux, à Genève, à Copenhague, vous voyez que là-bas, c'est assez bien développé en matière de transport en commun, en matière de pistes cyclables, en matière d'utilisation de la voiture. On voit qu'ils sont quand même arrivés à maturité. Bruxelles, c'est seulement maintenant, depuis quelques années, où ils sont réveillés et ils s'y mettent de manière extrêmement maladroite avec Good Move, entre autres. Ça, c'est un premier point. Donc non, il ne faut pas retarder parce que le retard est déjà gigantesque. Deux, il ne faut pas retarder non plus parce que des sources de financement, pour le moment, au niveau du gouvernement bruxellois, elle est unique. C'est uniquement vos impôts qui doivent financer ça. Ce sont les impôts des gens, c'est le fédéral qui doit mettre plus de sous, c'est l'Europe. À la fin, c'est quand même vos impôts. Alors que toutes les autres villes, et pas très loin, à Gand par exemple, ils ont fait ça, Copenhague aussi, toutes les autres villes, Londres, Paris, lorsqu'ils ont voulu développer du transport en commun supplémentaire, bien sûr qu'il y a du financement public, mais il y a aussi du financement privé derrière. Vous avez des entreprises qui ne demandent pas mieux que d'investir évidemment dans le développement d'une infrastructure, qu'elle soit en termes de mobilité ou autre. C'est sûr qu'elles vont y retrouver un gain. Si vous allez à Gand, par exemple... C'est les partenariats publics-privés dont on parle. Oui, mais ça, à Bruxelles, c'est un élément qui est complètement écarté. Ils refusent de tendre la main vers ce partenariat-là, entre autres pour le métro. C'est dommage, parce que s'ils allaient voir ce qui se fait dans d'autres grandes villes, c'est une des sources de financement bien salvatrices, surtout quand vous avez des finances qui sont à ce point à sec. Alors ça, c'est pour l'investissement, mais en contrepartie, ces entreprises, elles se font rémunérer. Vous seriez prêt à quoi? Complètement. Je vous donne un exemple qui est peut-être extrême, mais vous allez à Gand. À Gand, ils ont dû aménager leur ring. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas de devoir aménager un ring, mais en attendant, il y a eu une construction supplémentaire qui a été faite. Qui l'a construit? C'est une entreprise privée. Oui, à qui ça appartient? Absolument, à une entreprise privée. La ville de Gand et la région financent tous les mois une sorte de loyer pour ce ring-là. Et si, par exemple, le ring est fermé, parce qu'il y a un trou dans la voie, j'en sais rien, à partir de là, il ne paye plus. Comme vous, là, maintenant, si votre loyer, vous ne payez pas votre loyer, s'il y a un trou dans le toit, ben, c'est pareil pour le ring. Et dans quelques années, ce ring revient à la puissance publique. Mais au minimum, vous allez lisser l'impact budgétaire, c'est moins lourd, vous ne devez pas sortir plusieurs milliards d'un coup, et aussi, vous avez quand même un acteur privé qui a plutôt intérêt à ce que ça fonctionne. Ouais, donc, vous seriez prêt, si vous êtes au pouvoir, au MR, à vous lancer dans un partenariat comme ça, avec une redevance qui est payée par la région chaque année? Oui, un loyer, par exemple. Mais vous savez, je ne viens pas avec cette idée-là comme ça. Je veux dire, nous, on s'est bien rendu compte que le financement du métro était compliqué, donc on a pris la peine, d'aller rencontrer des entreprises qui font ça dans d'autres villes, voire même d'aller dans d'autres villes. La semaine passée, jeudi passé, j'ai passé la matinée à Paris pour rencontrer les directeurs du Grand Paris, donc c'est ce grand métro qui font tout autour de Paris, pour comprendre exactement quelles étaient leurs modalités de financement. Et en effet, il y a un volet public, mais il y a aussi un gros volet privé qui leur permet d'ajuster et de lisser dans le temps le financement d'un vrai projet structurant. C'est le seul projet structurant qu'on a à Bruxelles. C'est l'avantage d'être dans l'opposition depuis 20 ans pour le MR, c'est que, croyez-moi, si l'électeur nous fait confiance l'an prochain, on a eu le temps d'étudier nos projets. Dans les 100 premiers jours, on forcera les bonnes réformes. Alors, cette déclaration de politique régionale du ministre-président, c'était l'occasion de parler du budget, en partie, d'annoncer ce qu'il va y avoir pour la fin de la législature. Bon, là, il reste quelques mois, donc on ne peut pas inventer le monde. Et puis de dresser un bilan. Alors, je vais vous demander d'être de bon compte. Par rapport à l'accord de majorité qui avait été mis sur la table au début de la législature, qu'est-ce qui vous a ravi dans ce qui a été mis en œuvre?
Waouh. Il y a bien un élément positif que vous retenez en vous disant, écoutez, là c'était bien joué. Soyons de bon là, coup. ça c'est une colle. On a voté une série de choses avec eux, avec la majorité au cours des 4-5 dernières années. Mais un élément qui a vraiment inversé le bilan sur toute une série de thématiques et de compétences bruxelloises, favorables. Je reconnais avoir quand même des difficultés, à identifier. Vous allez dire que je suis de mauvaise foi. Il y en a peut-être un. C'est, et je ne suis même pas sûr que ce soit abouti, le principe où Bruxelles est une des dernières régions d'Europe où aujourd'hui, si vous voulez vous lancer comme indépendant, créer votre entreprise, vous devez toujours passer une formation et passer un examen. Ouais. C'est plus le cas en Flandre depuis quelques années, ça n'a pas changé quelque chose en matière de faillite, au contraire. C'est pas le cas en Wallonie, c'est pas le cas dans pratiquement le reste de l'Europe. Et ça, je comprends que Barbara Tracht, en l'occurrence, veut modifier, est en train de le modifier. Ça, c'est clair que si ça peut aider une série d'entrepreneurs en herbe à passer le cap, à franchir le seuil de l'entrepreneuriat, c'est une bonne chose pour Bruxelles. Voilà. Et alors, à l'inverse, la grosse déception dans ce qui avait été annoncé, une chose. Vous savez, ils avaient annoncé vouloir, surtout pour un gouvernement de gauche, lutter contre la précarité à Bruxelles, faire en sorte qu'il y ait moins de personnes fragiles en situation de pauvreté à Bruxelles. On est aujourd'hui à pratiquement 40% des ménages qui vivent au niveau du seuil de pauvreté ou juste en dessous. Donc là, le défi n'est pas relevé pour vous. Le défi est même aggravé. Je veux dire, la situation est aggravée. Il y a plus de personnes qu'avant. C'est 15% de plus que 2004, si je ne m'abuse. On a quand même eu la crise du Covid, on a eu toute une série de crises énergétiques, etc., qui sont arrivées. Mais c'était déjà enclenché avant. Ça ne s'est pas fait dans les mois qui ont suivi. C'était déjà bien enclenché avant. Et pour un gouvernement de gauche, pouvoir dire que comme bilan, ils ont aujourd'hui 40% des ménages qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est assez consternant. Alors, on a reçu pas mal de questions de téléspectateurs en vue des prochaines élections régionales et pas mal de questions par rapport à Ecolo. Finalement, un partenariat, faire équipe avec Ecolo, si vous deviez être dans la majorité, c'est oui ou c'est non? Ce que nous avons toujours dit, c'est que nous ferons un partenariat avec ceux qui gagnent les élections. Si j'en crois les sondages pour le moment, donc si c'est le PTB, vous partez avec le PTB. Le PTB et l'extrême droite, bien sûr, mais ça paraît tellement évident. Mais donc, voilà, si j'en crois les sondages, Écolo n'est pas bien pris. Mais nous tenterons en tout cas un partenariat avec eux. Derrière ça, moi, je l'ai toujours dit, et ça je tiens à rassurer les spectateurs, moi je ne monte pas dans une majorité, je ne veux pas devenir quoi que ce soit dans un exécutif si on n'est pas sûr de pouvoir imposer au minimum 3 à 4 réformes radicales, que j'ai en tête, je pense qu'on n'a pas le temps de les développer maintenant, mais 3 à 4 réformes radicales qui doivent pouvoir être forcées dans les 100 premiers jours, parce qu'on ne peut plus attendre, on doit aller très vite. Si je vois qu'au terme de négociations, même si on gagne les élections, on n'y aboutit pas, on n'y arrive pas, je suis prêt à attendre longtemps et à faire le blocus longtemps, plutôt que de perdre à nouveau 4-5 ans pour Bruxelles. Ça, c'est le plus important. Mais l'élément pour répondre à la question, c'est qu'on a toujours dit, nous, on va avec ceux qui gagnent les élections. On a enregistré ce que vous venez de dire, voilà. On verra, on vous ressortira dans quelques mois peut-être. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau, je vous remercie de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'information politique, c'est demain dans Les Experts, où Jean-Jacques Deleu reçoit Françoise De Smet et Marc Lowenstein. À la semaine prochaine.